Cela faisait 2 ans que je travaillais dans cette station-service sur l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille. J'avais vu passer toutes sortes de gens, des voyageurs pressés qui faisaient le plein avant de disparaître sur la route, des habitués dont j'avais appris à connaître l'histoire, mais la plupart restaient des inconnus, partis aussi vite qu'ils étaient arrivés. Mon service commençait généralement à 16 heures et se terminait à minuit. Bien que parfois ennuyeux, ce n'était pas vraiment effrayant. Du moins, jusqu'à ce samedi soir-là. La station était presque déserte. Il était un peu plus de 22 heures et je finissais de nettoyer la boutique. La nuit était fraîche et un léger brouillard commençait à s'installer sur la route déserte. Soudain, j'entendis le bruit caractéristique d'une voiture s'arrêtant à l'une des pompes. Je regardai à travers la vitrine et vis une vieille Peugeot 405 cabossée arriver. La voiture semblait n'avoir pas été entretenue depuis des années. Des taches de rouille couvraient la carrosserie et les phares vacillaient comme s'ils allaient en s'éteindre d'un moment à l'autre. Le conducteur était un homme d'une 40aine ou 50aine d'années, avec une barbe hirsute et des vêtements sales. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses yeux étaient enfoncés et sombres, et sa peau avait un aspect huileux sous les lumières tamisées de la station. Quelque chose chez lui me mit immédiatement mal à l'aise. Ce n'était pas qu'il avait l'air en colère ou dangereux, juste étrange. Il gara sa voiture à la pompe numéro 3 et resta assis un moment. Je l'observais à travers la vitre, attendant qu'il sorte pour faire le plein, mais il ne bougeait pas. Il fixait droit devant lui, les mains sur le volant, les yeux grands ouverts et dans le vague. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait rester à l'intérieur de la boutique et attendre qu'il parte, mais mon instinct me disait d'aller voir s'il avait besoin d'aide. Peut-être que sa voiture était en panne, peut-être qu'il était perdu, ou peut-être que je me faisais des idées, comme d'habitude. Je sortis de la boutique, l'air frais de la nuit me frappant le visage, et m'approchai de sa voiture. Ses yeux se tournèrent brusquement vers moi lorsque j'approchai, et pendant un instant, je crus voir comme une lueur de peur traversait son visage. Je forçai un sourire, essayant de garder une voix calme. « Vous avez besoin d'aide ?» demandai-je en gardant mes distances. Il secoua la tête sans dire un mot et détourna rapidement le regard. Je n'aimais pas ça. Son comportement m'était étrange, mais je ne voulais pas insister. Je m'apprêtais à retourner à l'intérieur quand quelque chose attira mon attention sur la banquette arrière de sa voiture. Partiellement cachée sous un tissu noir, sale, il y avait une main, une petite main. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un mannequin ou d'un accessoire, mais quelque chose semblait trop réel. Elle était pâle, avec de petits doigts repliés comme la main d'un enfant. Mon cœur manqua un battement. Je pris une profonde inspiration et me retournai vers l'homme. « C'est votre enfant à l'arrière ?» demandai-je, essayant d'avoir l'air décontracté, bien que je pouvais sentir la peur s'insinuer dans ma voix. Le visage de l'homme changea instantanément. Ses yeux se durcirent et il me lança un regard si intense que je me sentis cloué sur place. « Mêlez-vous de vos affaires », dit-il d'une voix basse et menaçante. Je voulais m'éloigner, faire semblant de n'avoir rien vu, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de décider quoi faire. Devais-je le confronter, appeler la police, et si je réagissais de manière excessive? Je hochai lentement la tête et reculai, feignant de retourner à l'intérieur. « D'accord, » marmonnai-je, bien que je ne sois pas sûr qu'il m'ait entendu. Mais au lieu de retourner dans la boutique, je contournai sa voiture
restant hors de son champ de vision. Je devais le retenir et le garder là assez longtemps pour que de l'aide arrive. Je ne pouvais pas le laisser partir avec cet enfant, si c'en était bien un. Je marchais vers l'avant de la boutique en criant par-dessus mon épaule « Hé, je crois qu'il y a un problème avec la pompe. Ça pourrait prendre quelques minutes avant qu'elle ne fonctionne. » Il ne répondit pas. Il continuait à fixer droit devant lui, agrippant le volant comme si c'était la seule chose qui le maintenait. Une fois à l'intérieur, je saisis le téléphone et composai le 17. Mes mains tremblaient tandis que j'expliquais la situation au standardiste, essayant de garder mon calme mais sentant la panique monter dans ma poitrine. En quelques minutes, 2 voitures de gendarmerie arrivèrent à la station, leurs gyrophares allumés, mais leurs sirènes éteintes. Dès que l'homme les vit, il bondit de sa voiture et sprinta vers le bois derrière la station. L'un des gendarmes le poursuivit tandis que l'autre alla vérifier la voiture. Je regardais à travers la vitre alors qu'il retirait le tissu de la banquette arrière. Mon estomac se noua quand je vis le garçon. Il était inconscient, pâle mais vivant. Le gendarme appela rapidement une ambulance. Pendant ce temps, l'homme n'était pas allé bien loin. Le gendarme le plaqua au sol, à la lisière du bois, et le menotta. Ils le ramenèrent à la station, son visage tordu de colère, mais il ne disait rien. Les jours suivants furent un tourbillon de rapports de police et d'interrogatoires. Les gendarmes m'apprirent que le garçon avait été enlevé dans un centre commercial quelques jours plus tôt. Sa famille le recherchait frénétiquement, et je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas remarqué cette main à l'arrière. Quelques jours plus tard, les gendarmes me remercièrent, disant que j'avais probablement sauvé la vie du garçon. J'acquiesçais, mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'image du visage de l'homme, de la froideur dans ses yeux, quand il m'avait dit de me mêler de mes affaires, avant de passer à l'histoire suivante. Si c'est votre première visite, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé des prochains récits effrayants. Nous avons besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à partager ces histoires avec vos amis et votre famille. Merci. C'était une nuit froide et pluvieuse, le genre de nuit où l'on préférerait être n'importe où ailleurs plutôt que coincé à travailler le service de nuit dans une petite station-service délabrée à la sortie de la ville. Je m'appelle Daniel et je travaille ici depuis un peu plus d'1 an. Les nuits comme celle-ci sont généralement calmes, avec pour seule compagnie le bruit de la pluie, frappant contre les vitres. La station elle-même était vieille. Des carreaux jaunes défraîchis couvraient le sol, et l'enseigne aux néons clignotantes à l'extérieur donnait à tout une étrange lueur maladive. L'odeur de l'essence et du café éventé flottait dans l'air, comme toujours. Je détestais ça. La pluie tombait depuis des heures, forte et constante. Cela rendait l'endroit encore plus isolé, comme si le monde extérieur était à des millions de kilomètres. J'avais déjà compté 2 fois l'argent dans la caisse, réapprovisionné les étagères et passé la serpillière. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Les néons bourdonnaient faiblement au-dessus de moi, et je me souviens m'être appuyé contre le comptoir, regardant dans l'obscurité, pensant à quel point la nuit était morte. Vers 2 heures du matin, une voiture s'est arrêtée. Les phares percèrent la pluie comme 2 yeux brillants et éblouissants. Elle s'est garée juste devant la porte d'entrée, ce qui était inhabituel pour quelqu'un qui s'arrêtait juste pour faire le plein. Je ne reconnaissais pas la voiture. Le moteur a ronronné 1 seconde de plus qu'il n'aurait dû avant de s'arrêter, et cela m'a donné un sentiment de malaise. Je me suis redressé, attendant que la personne entre. La porte a grincé et un homme est entré.
Il était grand, trempé, et portait un sweat à capuche sombre, avec la capuche baissée sur son visage. Je ne pouvais pas voir grand-chose de lui, mais sa posture semblait tendue et rigide. Son jean était déchiré et sale, comme s'il avait été sous la pluie pendant des heures. « Bonsoir », ai-je marmonné, bien qu'il n'ait pas répondu. Au lieu de cela, il s'est dirigé lentement vers le fond du magasin, près des boissons et des snacks. Quelque chose chez lui ne me semblait pas normal. Ce n'était pas seulement qu'il était trempé, ou qu'il n'avait pas dit un mot, c'était sa démarche, raide, délibérée, presque comme s'il se forçait à bouger. J'ai essayé de ne pas trop y penser. On voit de tout ici. Des vagabonds, des locaux, des gens juste de passage. Pourtant, mes yeux ne cessaient de revenir vers lui, alors qu'il errait entre les rayons. Il mettait trop de temps à se décider, plus longtemps que quiconque ne devrait pour une bouteille de soda ou un paquet de chips. J'entendais le léger froissement du plastique, mais il n'avait rien pris. Je me suis dit de ne pas m'inquiéter, mais plus il restait, plus le nœud dans mon estomac grandissait. Quelque chose n'allait pas. La pluie dehors tombait plus fort, le vent sifflant à travers les fissures des vieilles fenêtres. J'ai essuyé le comptoir avec un chiffon, faisant semblant d'être occupé, mais mes yeux étaient rivés sur l'arrière du magasin. Puis, juste au moment où je pensais qu'il allait partir, il s'est brusquement retourné et a commencé à marcher vers moi. Mon cœur s'est accéléré, un battement sourd dans ma poitrine. Ses mains étaient enfoncées profondément dans les poches de son sweat et son visage était toujours caché dans l'ombre. J'ai dégluti difficilement, essayant de rester calme. Quand il a atteint le comptoir, il n'a rien dit au début. Il s'est juste tenu là, l'eau de pluie formant une flaque sur le sol sous lui. Je me suis forcé à le regarder dans les yeux, ou du moins là où je pensais que ses yeux devaient être. « Je peux vous aider ?» ai-je demandé, ma voix un peu tremblante, malgré mes efforts pour paraître décontracté. Il n'a pas répondu. À la place, sa main est sortie de sa poche et ce qu'il a posé sur le comptoir m'a glacé le sang. Un pistolet. Ce n'était pas un gros pistolet, juste un petit revolver noir, mais il aurait tout aussi bien pu être de la taille d'un canon, vu l'effet qu'il m'a fait. Ma gorge s'est asséchée et j'ai instinctivement reculé d'un pas. L'homme a finalement parlé, sa voix basse, presque un grognement. « Donne-moi la caisse ». Ces 4 mots m'ont fait frissonner. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix, aucune hésitation. Il était calme, trop calme pour quelqu'un brandissant une arme dans une station-service à 2 heures du matin. J'ai hoché la tête, les mains tremblantes, en ouvrant la caisse. Le tintement des pièces et le froissement des billets semblaient si forts dans le silence qui a suivi. Je ne le regardais pas, je ne pouvais pas. Je gardais juste les yeux sur l'argent pendant que je sortais les billets, priant pour qu'il ne tire pas. Les secondes s'étiraient comme des heures. L'orage dehors faisait rage, et tout ce que je pouvais entendre était le martèlement de la pluie et les battements de mon propre cœur. Je lui ai tendu l'argent, des billets froissés, tout ce que nous avions dans la caisse à cette heure de la nuit. Il l'a pris sans un mot et l'a fourré dans sa poche. Je pensais qu'il partirait alors, qu'il prendrait juste l'argent et sortirait. Mais il n'a pas bougé. Il est resté là, me fixant, l'arme toujours pointée dans ma direction. Pendant un moment, j'ai cru que c'était fini, qu'il allait me tirer dessus juste pour ne laisser aucune trace. Mon esprit s'est emballé, pensant à toutes les choses stupides que je n'aurais jamais l'occasion de faire. Mais alors, aussi soudainement qu'il était apparu, il s'est retourné et s'est dirigé vers la porte. Il n'a pas couru, il ne s'est même pas pressé. Il a juste marché comme si rien ne s'était passé. La porte s'est ouverte avec un grincement et l'air froid s'est engouffré.
Il est sorti sous la pluie, le pistolet toujours à la main. Je suis resté figé derrière le comptoir, incapable de bouger jusqu'à ce que j'entende la portière de la voiture claquer et le moteur tousser avant de démarrer. Les feux arrière ont disparu dans la nuit, engloutis par la tempête. Je n'ai pas appelé la police tout de suite. Je ne pouvais pas. Je suis resté là, à fixer la flaque d'eau qu'il avait laissée sur le sol, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ça ne semblait pas réel, rien de tout ça. Mais la caisse vide et la légère odeur de poudre me disaient le contraire. La pluie continuait de tomber, mais maintenant, elle sonnait différemment.